Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un Bordelais qui a de la mémoire. Carfa Diallo, bonjour. Bonjour Aurélie. Plein phare sur Mémoires et Partage, votre association que vous avez créée à Bordeaux, elle lutte contre l'amnésie de l'esclavage. Expliquez-nous un petit peu. Mémoires et Partage est né effectivement d'un amour de Bordeaux. Ça fait 22 ans que je vis à Bordeaux. Et c'est vrai qu'arrivant de Dakar au milieu des années 90 du Sénégal, j'étais dans une ville que ma mémoire habitait, que mon imaginaire habitait, puisque tous les Sénégalais connaissent la ville de Bordeaux. C'est les 4 premières communes sénégalaises, les communes françaises, ont été fondées par des Bordelais. Donc, arrivant dans cette ville dans les années 90, j'étais assez surpris, effectivement, du fait que mon histoire, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la traite des Noirs, les apports et les contributions des populations africaines à la prospérité de Bordeaux, donc à la prospérité de la France et à la prospérité de l'humanité, mais que ces apports-là étaient des apports qui n'étaient pas suffisamment visibles, pas suffisamment significatifs et pas suffisamment mis en évidence et en perspective par rapport à des questions d'intégration, des questions de lutte contre le racisme et de lutte contre les discriminations. Et c'est comme ça qu'on a, effectivement, jeunes étudiants, lancé ce mouvement pour que Bordeaux puisse assumer ce passé, non pas l'assumer dans une perspective, effectivement, de repentance, où elle se diabolise, ou bien de victimisation, mais plutôt pour donner raison, finalement, à Aimé Césaire qui disait qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et que finalement, l'histoire de Bordeaux, l'histoire de la France, est une histoire de rencontres et de contacts multiples qui ont enrichi ce pays, pour le meilleur comme pour le pire. Et il faut accepter que ces ombres et ces lumières puissent dialoguer ensemble. C'est ce qui a expliqué la mise en place de cette association Mémoire et Partage. Et pour rendre la mémoire, vous utilisez la marche. On va découvrir une photo d'une marche organisée. Alors cette photo, elle date un peu. Je ne sais pas si aujourd'hui encore je pourrais marcher dans les rues de Bordeaux avec cette tunique blanche. Ça date de 2004 ou 2005. Ouais. C'est une période un peu difficile, hein, puisque vous savez, aucun peuple au monde, aucune ville n'est fier d'admettre que sa prospérité vient d'un stigmate et forcément d'un crime contre l'humanité. Donc ça n'a pas été facile d'amener ces questions. Donc il y a une première phase qui est une phase un peu revendicative, effectivement, pour bousculer un peu Bordeaux. Vous savez, Bordeaux, dans les années 90-2000, c'était la belle endormie. Et effectivement... J'avais cherché à la réveiller d'une drôle de manière, là, pour le coup. On a cherché à la réveiller, mais vous voyez, à la réveiller toujours dans une diversité. Hein. Il y a des jeunes, il y a des blancs, il y a des noirs. Il y a la société française dans sa richesse, dans sa diversité et dans sa force. Et c'est ça qui a toujours été l'objet de notre action, c'est que chacun, selon sa différence, puisse trouver sa place dans ce pays, que sa mémoire, son histoire trouve sa place, que sa volonté d'intégration, sa volonté de développement, sa volonté d'émancipation puisse avoir un écho. Donc c'est cette perspective-là qui explique effectivement ces marches. C'est vrai qu'au fil des temps, j'aurais beaucoup marché dans Bordeaux pour effectivement réveiller cette ville, pour montrer qu'il y a une part africaine à Bordeaux, il y a une part créole à Bordeaux, il y a une part d'humanité à Bordeaux. Ça a été une ville de métissage. Notre région a été une ville de métissage. Notre grande région de Bordeaux à La Rochelle. Et que ces rencontres-là sont des rencontres qu'il faut magnifier. Il faut pouvoir en tirer ce qui nous permet d'avancer, c'est-à-dire ce qui nous permet d'élargir notre conscience et d'être des citoyens plus éveillés, plus vigilants et surtout des citoyens qui vont les uns vers les autres. Et c'est ce qui explique effectivement ces longues marches que nous avons eues à Bordeaux pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de marche revendicative puisque Bordeaux, effectivement, a maintenant reconnu ce passé et que maintenant on travaille avec les autorités pour faire avancer cette mémoire. Autre moyen de rafraîchir la mémoire, ce sont des visites guidées. Et c'est vous-même qui jouez les guides dans ces visites qui s'appellent Bordeaux Nègre. On vous voit là en train d'expliquer l'histoire. Qu'est-ce que vous expliquez, tiens d'ailleurs ? Ben, écoutez, ce que j'explique, c'est l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la traite des Noirs. La visite guidée Bordeaux Nègre a été créée en 2012. Notre action a commencé depuis 1998. Et en fait, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on tournait un peu en rond. C'est-à-dire qu'on était dans un milieu d'intellectuels, un milieu de militants, et que finalement, on ne touchait pas à la société bordelaise. Il fallait trouver une idée, un outil qui permette de mettre cette mémoire difficile à la portée de tout le monde. Quelque part, je dis un mot qui peut choquer certains de mes amis, je dis j'ai banalisé l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs.
Parce qu'une visite guidée, Aurélie, vous savez, c'est quelque chose d'assez banal. Il y en a sur tous les thèmes. Seulement, cette visite est particulière. C'est une visite en 6 étapes. Chaque étape est une trace physique, architecturale de l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs à Bordeaux. Pas seulement d'ailleurs l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs, mais aussi la traite et l'esclavage que les Blancs ont subi du fait des Arabes. La traite et l'esclavage que les Noirs ont subi du fait des Arabes. La traite et l'esclavage que des Noirs africains ont subi du fait d'autres Noirs africains. Il y a une espèce d'universalité, en fait. L'universalité, c'est l'histoire de l'esclavage dans une perspective globale, la question de l'exploitation. Et donc, chaque étape de cette visite guidée est une trace de l'histoire de l'esclavage, l'histoire de l'exploitation à Bordeaux, l'histoire du combat pour la liberté. Et chaque étape est aussi un moment d'esclavage, de la capture à la liberté. Qui capture les esclaves? On le sait, ce sont les chefs africains. Comment on les transporte? La cale d'un navire négrier. Qu'est-ce que c'est que pendant des semaines d'être à fond de cale, emprisonné par des gens qu'on n'a jamais vus, dans un bateau, un objet qu'on n'a jamais vu, vers une destination inconnue? Qu'est-ce que c'est que ça, cette traversée-là, ce gouffre-là? Ça rend l'histoire concrète, finalement. Ça la rend concrète, ça la rend vivante, ça la rend vibrante. Ce n'est plus une histoire fade, formelle, qu'on apprend dans un collège, dans un lycée, dans une université. C'est la chair de la ville, comment l'histoire nous parle, où on pose nos pieds dans la ville dans laquelle nous sommes. Et cette visite, effectivement, depuis le 2012, est une visite qui maintenant s'est fait sa place. Il y a plusieurs parcours. Il y a un parcours, donc, cœur de ville, qui est un peu le Bordeaux de la légende dorée, le Triangle d'Or, effectivement, les hôtels particuliers. Il y a un parcours qui s'appelle Chartron Créole. C'est un parcours qui va vers le quartier des Chartrons, quartier des commerçants, mais aussi quartier des entrepôts. Bordeaux était l'entrepôt de l'Europe, du fait de sa proximité géographique, mais aussi quartier des distilleries. Les premières industries autour du rhum se sont installées au Chartron. Et le dernier parcours que nous venons de mettre en place, c'est le parcours quartier de sucre. Là, c'est le Bordeaux un peu oublié. C'est le Bordeaux, le premier Bordeaux, c'est-à-dire le quartier Saint-Michel, Sainte-Croix. Ces quartiers extrêmement aristocratiques, il faut savoir, au XVIIe siècle, avant qu'ils ne soient supplantés par le Triangle d'Or. Et c'est dans ces quartiers que les raffineries de sucre étaient installées. Voilà. Et Bordeaux était à toutes les étapes. On achetait des esclaves, on les vendait, on les exploitait, puisque les Bordelais avaient des plantations coloniales en Amérique, et puis on faisait venir le sucre ici, sous forme de mélasse, et cette mélasse, on l'a transformée en cristaux de sucre. Et Bordeaux était la capitale du raffinage. Donc voilà cette visite guidée. C'est une visite vraiment où on essaie de faire en sorte que cette histoire-là, cette mémoire-là, chacun puisse se l'approprier, et que finalement, ça nous permette d'ouvrir nos yeux sur les autres et sur d'autres formes d'exploitation qui nous sont contemporaines et qu'on ne voit pas assez. Et on vous écoute comme un professeur d'histoire, Kerfa Diallo, quand vous expliquez ça. Cette démarche paye, puisque vous avez créé un dialogue avec les descendants de cette sombre histoire bordelaise. On va découvrir 2 personnes. Expliquez-nous un petit peu qui sont leurs ancêtres. Vous avez donc sur la gauche, sur l'extrême gauche, c'est Alexandre de Bettman. C'est Pierre de Bettman, pardon. Pierre de Bettman, il est descendant d'Alexandre de Bettman. Alexandre de Bettman était un des maires de Bordeaux. Oui. C'était un armateur négrier, un immigré aussi, qui est venu d'Allemagne. Il faut savoir que l'activité négrière de Bordeaux, c'est beaucoup d'alliances entre les familles européennes. Donc certains qui quittent l'Allemagne, qui viennent s'installer à Bordeaux, d'autres la Hollande, d'autres l'Angleterre. Donc Alexandre de Bettman était maire de Bordeaux, armateur négrier. Il a une rue à Bordeaux qui se trouve près de l'hôpital Charles Perrins. Et d'ailleurs, l'hôpital Charles Perrins appartenait à la famille de Bettman. Aujourd'hui, Pierre de Bettman est un musicien de jazz, un pianiste extrêmement réputé, extrêmement talentueux, donc avec qui effectivement nous dialoguons. Et puis celle qui est au milieu, elle m'est très chère vraiment, c'est Axel Balguerie. Axel Balguerie est le nom d'un cours à Bordeaux, Balguerie-Stuttenberg. Balguerie-Stuttenberg, c'est un cours qui se trouve dans le quartier des Chartrons, une très grande avenue où il y a les archives d'ailleurs départementales de Bordeaux. Axel Balguerie est conseiller municipal à Tresse. Sa famille a un domaine à Tresse. Et ces 2 personnes, je les ai rencontrées, disons, je pourrais dire par le hasard. Mais en fait, un de mes amis dit souvent que le hasard ne sert que les gens qui s'y sont bien préparés. Et en fait, au fur et à mesure de notre travail, nous n'avons jamais voulu interpeller directement les descendants de ceux qui ont fait l'esclavage et la traite. Oui. Parce que nous n'avons pas à les interpeller. Ils n'ont pas ni à se sentir responsables, ni à se sentir coupables de quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Donc, de là à enlever le nom de leurs ancêtres sur les rues... Alors, effectivement, nous avons interpellé l'autorité municipale. Parce que vous savez, les rues c'est la signalétique urbaine. Oui. La signalétique urbaine, elle doit être exemplaire. Ce sont des valeurs qu'on affiche. Et effectivement, l'esclavage et la traite des Noirs, qui était légal au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, c'était le code noir de Colbert qui régnait. Donc c'était légal. On peut comprendre qu'à cette époque-là, ceux qui ont fait la prospérité de Bordeaux puissent effectivement être honorés. Mais aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. L'esclavage et la traite des Noirs
ont été qualifiés de crimes contre l'humanité. Donc il faut réparer. Et réparer cet oubli. Parce que non seulement les honneurs, les honneurs ne doivent pas être effectivement, les honneurs ne doivent pas être héréditaires, mais non plus, la culpabilité n'est pas héréditaire, mais non plus les honneurs non plus. Donc effectivement, nous avons interpellé la municipalité de Bordeaux, hein, pas les descendants des familles, pour dire il faudrait non pas forcément débaptiser les rues, parce que si vous voulez, si on débaptise les rues, on efface la mémoire. On efface, on oublie. On efface, il faut expliquer. Il faut expliquer. C'est important. Il faut de la pédagogie. Il faut mettre des panneaux explicatifs parce que ça permet de rendre l'histoire sur l'espace public de façon pérenne. Et ça permet d'éviter le manichéisme qui consiste à dire qu'il suffit d'effacer pour oublier, il suffit d'effacer effectivement pour réparer. Il faut expliquer, il faut de la pédagogie. Plein phare, rapidement, Kerfa Diallo, sur votre histoire. Vous venez du Sénégal, de la banlieue de Dakar, vous nous le disiez, on va vous découvrir enfant à 11 ans et on voit déjà un regard perçant, déterminé. Vous étiez déjà militant ? Militant, oui, militant peut-être vis-à-vis de l'autorité paternelle. J'avais un père. Votre père était militaire? Mon père était militaire, un ancien combattant donc français qui a fait la guerre d'Algérie aux côtés de la France. On le voit ici, extrêmement autoritaire. Votre mère à côté. À la tête d'une grande famille. Donc cette autorité, à l'adolescence, comme tous les jeunes, il fallait quand même un peu la bousculer pour s'affirmer un peu. Donc il y avait peut-être effectivement un soupçon de rébellion, mais de rébellion très respectueuse de l'autorité. Parce qu'on est en Afrique. En Afrique, les personnes âgées ont un respect qui leur est dû du fait de leur expérience et du fait de ce qu'ils nous apportent. Ma mère, effectivement, là, que nous voyons, je suis très ému à la regarder, c'est une femme de la Casamance. La Casamance, vous savez, c'est cette région au sud du Sénégal. C'est une région extrêmement riche et effectivement, ce sont ces deux personnes qui m'ont donné la vie et je suis très ému de les voir ici, de les retrouver ici. Et ce sont ces deux personnalités très différentes finalement, peut-être qui m'ont donné ce goût pour l'action publique, ce goût pour l'histoire, ce goût pour la vérité et la justice, oui. Plein phare sur un objet qui vous est cher, c'est un livre que vous avez choisi et qui représente un auteur, un homme politique également, Aimé Césaire. Ah oui, Aimé Césaire, vous savez, est incontournable. Cahier d'un retour au pays natal a été écrit en 1939 par Aimé Césaire. Il avait à peine 30 ans. C'est un garçon qui a débarqué de la Martinique dans le Paris des années 30, qui effectivement se heurte à une société coloniale et se heurte au racisme, aux discriminations, et écrit ce texte. Ce texte, si vous voulez, je ne l'ai jamais vraiment compris. C'est de la poésie. Hein. Je n'ai jamais vraiment compris ce texte, mais il m'est très cher. Merci beaucoup, Kerfa Diallo, d'être venu mettre votre mémoire dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.